Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Ici Provençal après cette parenthèse des Jeux Olympiques pour un dimanche en politique consacré à l'élection municipale de la ville d'Orange. Orange, 30 000 habitants, troisième ville la plus peuplée du département de Vaucluse, avec réunis sur notre plateau tous les candidats à l'élection municipale. Orange, le débat avec Carole Normani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate sans étiquette. Merci à vous d'être avec nous. Jacques Bompard, bonjour. Candidat pour votre parti, la Ligue du Sud. Jean-Dominique Artaud, bonjour. Vous êtes le candidat pour le Rassemblement national. Marc Martinet, bonjour. Vous êtes candidat d'hiver droite. Bonjour. Et enfin, Antoine Boudet, bonjour. Candidat sans étiquette. Nous allons vous interroger sur l'attractivité de la ville, la rénovation du centre-ville, sur la culture, la sécurité, la santé, les écoles, ça fait beaucoup, hein, mais on va prendre le temps de vous interroger sur toutes ces thématiques-là, sur tous ces chapitres-là. Mais auparavant, faisons le point sur l'ambiance de cette campagne. Et on va débuter avec vous, Monsieur Bompard. Je ne sais pas si on peut vous qualifier de candidat surprise ou de candidat de dernière minute. Je rappelle que vous avez été élu maire de la ville d'Orange en 2020 et puis vous avez été condamné en 2021 pour prise illégale d'intérêt. Vous avez été remplacé par votre fils qui lui-même a été condamné récemment par le tribunal correctionnel de Marseille pour détournement de fonds publics, 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se présenter à la prochaine élection municipale, donc vous le remplacez. Pourquoi cette décision ? D'abord, pourquoi nous avons été condamnés ? Parce que nous travaillons bien. Et pourquoi on a suspendu ma condamnation ? La justice en a décidé autrement. Parce que les textes ont changé et que si je repassais dans la justice, dans le contexte d'aujourd'hui, je ne serais pas condamné. En fin de compte, nous avons subi des lettres de cachet. Condamné la semaine dernière. Nous avons été condamnés par des lettres de cachet parce que nous sommes des opposants fervents à un régime qui détruit la France et ce n'est pas à l'honneur du pays. Bon, pourquoi vous avez décidé d'y retourner ? Par contre, vous êtes élu depuis 95 à la ville d'Orange. Je suis depuis 85. J'étais dans l'opposition en 85. Et maire de la ville d'Orange depuis 95. Il est important d'être dans l'opposition pour apprendre son boulot. Donc, je crois que c'est ma septième candidature. Et avec un amusement certain, le climat a changé. Parce que ça fait 30 ans que je me fais insulter par mes oppositions et diffamer par mes oppositions sans qu'ils soient condamnés. Alors, M. Bompard, par la justice. Je vous donne la parole, mais vous décidez d'y retourner pour après laisser la place à nouveau à votre fils quand il sera dans la possibilité de se représenter. Vous me poserez vos questions. Non, vous aviez terminé. Non, pas du tout. Je ne faisais que commencer. Oula. Ben oui. Vous savez qu'on a un temps limité. Donc je disais que pour la première fois depuis 30 ans, les candidats qui sont contre moi, au lieu de m'insulter, me félicitent. Ce qui établit que peut-être nous n'avons pas trop mal travaillé. Et par ailleurs, je les ai écoutés avec beaucoup d'amusement, parce qu'ils disent tous les quatre pareil. Et leur déclaration entraînerait un éclatement du budget pour une inutilité dans la gestion d'Orange qui serait catastrophique pour nos finances et pour les Orangeois. Parce que il faut très rapidement, M. Bompard, s'il vous plaît. Comment ? Très rapidement. Je vous ai dit voilà. L'essentiel. De toute façon, on reviendra effectivement sur le programme. Je ne suis pas sûr que les 4 candidats qui soient autour de cette table soient d'accord avec votre analyse. On commence avec vous, Monsieur Artaud. Vous avez été élu en 2020 sur la liste de la Ligue du Sud, sur la liste de Monsieur Bompard. Vous avez décidé de quitter Yann Bompard, qui avait remplacé le père. On vient d'expliquer en 2025. C'est quoi votre ambition, à part juste la possibilité éventuellement de remplacer le nom à la tête de cette ville depuis 1995 ? C'est pas une ambition personnelle. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc j'ai pas besoin de la municipalité pour vivre. Je suis juste venu me présenter en face des Orangeois. Ce serait bien que M. Bompard ne nous coupe pas la parole. Voilà. Donc, oui, écoutez, on vous respecte. Donc, justement, vous avez dit qu'on vous respectait, donc respectez-nous aussi. Donc, je fais pas ça pour une ambition personnelle, je fais pas ça pour remplacer un nom à la mairie d'Orange. Je fais ça parce qu'on voit aujourd'hui que les Orangeois demandent beaucoup de choses, que plus rien ne se fait depuis justement le changement de direction. Et il y a beaucoup de choses à changer, à modifier, notamment la façon de faire
avec les institutions Yann Bompard a locales. parlé de trahison en ce qui concerne votre ralliement au Rassemblement national. Oui, alors j'ai toujours été... été... traître, Jean-Dominique Artaud. Comme je l'ai dit déjà dans certains médias, le traître, c'est pas celui qui s'en va, c'est celui qui reste. Donc non, je ne suis pas un traître, et ceux qui m'ont rejoint ne sont pas des traîtres non plus. Mais si vous voulez, il y a un moment, quand vous savez que vous ne pouvez pas discuter, que vous n'avez pas la parole et que vous êtes en opposition, et que dès que vous êtes en opposition, on vous traite quand même malpropre, il vaut mieux partir plutôt que de rester. Carole Normani, vous avez fait partie du parti Renaissance que vous avez quitté en 2019. Vous êtes donc une femme libre, en tout cas c'est comme ça que vous vous qualifiez. Vous n'avez pas le soutien de Renaissance, vous n'avez pas le soutien de Horizon, vous n'avez pas le soutien de l'UDI, vous avez le soutien d'aucun parti. Je n'ai sollicité le soutien d'aucun parti pour la bonne raison que nous avons une liste très diverse et que nous respectons toutes les sensibilités politiques au sein de notre liste, que moi je suis de centre droit, mais que je suis dans le dialogue à partir du moment où on n'est pas sur les extrêmes, puisque là, le dialogue est difficile par rapport à leur position extrémiste. Oui, alors vous êtes conseillère municipale d'opposition, puisque vous étiez déjà candidate en 2020. Vous aviez fait 14% au premier tour, 21% au deuxième tour. M. Bompard avait réalisé 56% au deuxième tour. Vous étiez deuxième de cette élection municipale. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous inversiez cette tendance de 2020 aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je travaille sur les dossiers, que j'ai acquis des compétences, que je suis prête, que j'ai constitué une équipe avec vraiment au sein de cette équipe toutes les compétences nécessaires à l'administration de la ville d'Orange et que nous sommes prêts à prendre cette place et à se mettre au service des Orangeois. Antoine Boudet, liste citoyenne, il y a aucun parti, un peu sur le modèle de Mme Normani, qui vous soutient. Malgré tout, il y a des personnalités dont on peut supposer qu'elles sont plutôt de gauche. Est-ce qu'on peut considérer que votre liste est plutôt une liste de gauche ? Alors, on s'est constitué à la base... Il faudrait de cette élection municipale et de votre liste, la seule liste de gauche. C'est pas un gros mot d'être de gauche ou de droite, d'ailleurs. Je pose juste la question. Mais, je n'ai pas dit que c'est un gros mot. Non, mais notre constitution vient d'un collectif citoyen qui rassemblait des profils qui viennent d'horizons divers. L'initiative ne venait pas d'un parti, ce qui nous laissait notre liberté d'agir, de décider. Donc aujourd'hui, on est constitué en liste citoyenne. Moi, je suis un modéré, je n'ai pas de parti, je suis neuf en politique. Il y a une partie de cette constitution de liste qui, effectivement, on peut reconnaître des profils qui ont eu une appartenance à gauche ou qui l'ont, d'autres qui ont des tendances plus à droite. Moi, en tant que chef de file, je ne peux pas me positionner autrement que chef d'orchestre de cette liste, modéré. Ouais, c'est un peu pratique, le fait de se présenter sans étiquette, ça fait un peu partie fourre-tout. Je ne peux pas m'inventer une étiquette que je n'ai pas, je n'ai jamais adhéré à un parti. Non, mais par exemple, M. Martinet, c'est divers droite, donc on sait que c'est plutôt à droite, centre-droit pour Mme Normani. Bon, là, pour les deux autres, c'est assez clair. Vous, on ne peut pas dire que vous êtes une liste de gauche. Non, parce que c'est notre projet qui va faire reconnaître aux Orangeois ce qu'ils attendent. Bon, d'accord. Très bien. OK. Monsieur Martini, liste divers droite. Oui. Alors, vous êtes directeur de cabinet du maire de Valréas, pas très loin de la ville d'Orange. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à cette élection-là ? C'est votre première candidature ? C'est ma première candidature. Ça fait des années que j'accompagne les politiques, forcément. Mais ce qui m'a motivé personnellement, c'est cette histoire d'un cycle de 30 ans qui avait été réalisé par Jacques Bompard. Et que ce cycle, il est intéressant de le renouveler. Si on doit partir sur les 30 prochaines années, parce qu'il faut s'inscrire dans le temps, et si Orange est une ville et quand même avec beaucoup d'atouts, c'est important de pouvoir s'engager et de dire l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années. J'ai travaillé sur la mairie d'Orange pendant une quinzaine d'années. J'ai observé depuis 30 ans l'évolution de cette ville. Il y a des choses qui ont été réalisées, on ne peut pas les contester. Mais aujourd'hui, la ville doit devenir un avenir. Et cet avenir, il faut le reconstruire. Alors, et je me sens tout à fait en capacité. Très rapidement, parce qu'on va évidemment rentrer dans le cœur de vos projets respectifs, avec pour débuter l'attractivité, en particulier le centre-ville de la ville d'Orange. Oui, attends, juste une question, et après, évidemment, je vous donne la parole, M. Bompard. Il n'y a aucun souci. Vous la demandez et vous l'aurez. Il n'y avait pas possibilité de vous entendre, parce qu'on sent qu'il y a
y a un but partagé entre 4 candidats. Excusez-moi, mais le terme est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, on a le sentiment que c'est le cas, de dégager la famille Bompard. Est-ce que vous êtes tous les 4 sur cette ligne-là? Est-ce que vous Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Bon, d'accord. Nous avons constitué... 30 ans de gestion. Non, mais Bompard, je peux l'expliquer, mais 30 ans de... Ouais. Non, mais si vous me laissez... Alors, allez-y. Non, pas si. Allez-y. Donc, vous n'êtes pas sur cette... Il n'y a pas de dégagisme de la famille Bompard. Madame Normani. Nous avons travaillé pour proposer une alternance crédible. Voilà. D'accord. Surtout. Le but, c'est pas de faire tomber une tête ou de faire tomber... Parce qu'on a l'impression quand même. Ouais, mais ça peut ressembler à ça, mais c'est pas du tout le cas. Non, le but, c'est vraiment de faire avancer les choses pour les Orangeois. Monsieur Goudet? Alors nous, dans notre initiative de départ, il y avait une ligne rouge, c'était l'extrême droite. Donc on ne pouvait se rassembler qu'avec Mme Normani ou M. Martinet. Mme Normani n'a pas saisi les mains tendues et M. Martinet faisait partie de notre collectif au départ. On vous reposera la question à la toute fin de l'émission sur les les éventuelles stratégies de deuxième tour. Monsieur Bompard. Je crois que c'est important. Tous contre vous C'est comme ça que vous le vivez, vous? Tous contre vous? Comment? Tous contre la famille? Oui, d'accord. Ouais. Le représentant du Rassemblement national oublie quelque chose. Il oublie de vous dire quelque chose. C'est pour ça que je viens apporter un complément. Allez-y, je vous en prie. Il a été élu 2 mandats dans la majorité. Dans les 2 mandats, il a été absent un conseil municipal sur 2. Et dans ces 2 ans, il n'a jamais pris la parole. Pourquoi vous l'avez repris alors, en 2020? Mais c'est une bonne question. Aux dernières élections municipales, on a eu de la peine à faire les listes. Toutes les listes ont eu de la peine à se faire. Cette année, il y a un abondement qui signe bien, pour nous, qui signe bien la motivation des Orangeois, et je les remercie. Donc, premièrement, ça ne tient pas debout. Comprenez, quand on veut porter une ville, on est un combattant. On est un combattant positif quand on est dans la majorité, et un combattant hostile quand on est dans l'opposition. Quant à vous, j'ai eu l'étonnement de lire au dernier marché votre programme. C'est exactement le programme de ce qu'avait fait le maire précédent, M. Labbé, que j'avais battu parce que les Orangeois en avaient marre. Et que J'aurais bien aimé lire le vôtre. Si vous voulez retenter l'expérience, c'est bien. Alors justement, le programme, on y vient, parce qu'on a posé l'ambiance de cette campagne, on voit qu'elle est plutôt tendue. On va évoquer l'attractivité de la ville. Certains d'entre vous, et je pense évidemment à tous les 4, partageaient le constat que la ville, et en particulier le centre-ville de la commune d'Orange, avait besoin d'être redynamisé. Est-ce que, M. Bompard, vous partagez ce constat? Non. C'est une ville, une belle endormie. Mais mon avis est forcément partial. C'est les Orangeois qui ne partagent pas cette analyse. Parce qu'effectivement, la ville d'Orange est une ville qui est très attractive. J'en veux pour preuve que dans les rues les plus commerçantes, il y a eu 30 magasins qui se sont installés et que nous sommes classés au 9e niveau national des centres-villes les plus dynamiques, c'est les chiffres que vous sortez avec une baisse de 25% de la vacance commerciale en 5 ans. C'est la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, une organisation totalement indépendante. Donc, ça bat en brèche tous leurs discours et ça fait plus, ça le ridiculise. La preuve en est, c'est que les investisseurs s'intéressent à Orange dans un contexte économique difficile. Et qu'est-ce qui fait notre grande qualité et notre facteur d'attraction? C'est que depuis 30 ans, la ville d'Orange est une ville sûre, belle, dynamique, où les impôts sont moins élevés qu'ailleurs. Et je ne peux pas m'empêcher de relater la dernière expertise de la Chambre régionale des comptes, qui a inspecté l'ensemble du dernier mandat, qui note que le niveau de dépenses de fonctionnement est inférieur à la moyenne. C'est pas vrai dans beaucoup de villes. Que le niveau de la masse salariale est de 9% inférieur à la moyenne des communes de la même strate. Le port de Marseille. Économiquement, il n'existe pas. Le niveau d'investissement de la ville, 40% supérieur à la moyenne. Vous sortez un peu de la thématique, M. Bompard. Vous sortez de la thématique, on est dans les mesures pour redire... Pourquoi la ville est attractive? Je
vous le dis, j'entends bien, mais là, les gens viennent habiter à Orange. Voilà, bon, très bien. Voilà, on a bien compris, mais c'est juste la litanie des chiffres qui est quand même... Ils sont importants, je le redirai tout à l'heure. Absolument. Artaud, oui. Bon, fort du constat développé par M. Bompard, on se demande pourquoi finalement il faut rénover le centre-ville, et vous avez fait un certain nombre de propositions. Est-ce que d'abord vous partagez le constat ou pas? Parce que... Non. D'accord. Je pense que les autres candidats ne partagent pas ce constat. Si vous vous promenez dans les rues de la ville d'Orange, vous voyez bien que beaucoup de devantures sont fermées, les rideaux sont fermés, que certains immeubles sont en train de s'effondrer, et donc il y a vraiment un malaise à ce niveau-là. Et quand vous prenez des rues principales, comme la rue Caristie et la rue de la République, qui sont les artères principales, on va dire, de la ville d'Orange, dans lesquelles on peut encore passer en voiture, la moitié des commerces est fermée dans ces rues-là. Donc on ne peut pas dire que tout va bien à Orange. Il y a de l'animation qu'en été, il n'y en a pas en hiver, et les commerces ferment. Quand on leur propose des loyers attractifs pendant 3 ans, ils restent pendant 3 ans, parce qu'ils n'ont pas forcément une ambition de faire du commerce, et ils ferment le rideau quand ils n'ont plus de loyers qui sont avantageux. Il faut, je cite parmi ce que vous avez listé dans votre programme pour redynamiser le centre-ville, il faut quoi? Il faut s'appuyer sur plus de fêtes dans le cœur de ville. Il n'y a pas que les fêtes. Les fêtes folkloriques, provençales, la création de musées, Alors, un manager de centre-ville. Ça, c'est une idée que vous partagez d'ailleurs avec M. Boudet. Le manager du centre-ville, en fait, le manager du centre-ville, c'est une personne qui va faire le tour des commerçants, de toute façon, tout au long de l'année, qui va référencer là où il manque des enseignes, qui va aller chercher des enseignes, si elles peuvent être nationales avec des grandes fréquences, autant les récupérer pour les installer en centre-ville, et qui va être aussi à l'écoute de tous les commerçants pour qu'ils puissent savoir si le commerçant fonctionne bien, a des problèmes de trésorerie, des choses comme ça, pour essayer de l'accompagner dans son commerce, et si il doit fermer parce qu'à un moment son activité n'est plus en corrélation avec le résultat, et on va vite chercher quelqu'un pour pas laisser des locaux. On en a eu un il y a 20 ans sans aucun résultat, dont nous ne l'avons pas gardé. Bon, très bien. Monsieur Boudet, oui. vous proposez aussi l'idée d'un manager de ville. Vous avez, alors d'ailleurs, c'est assez étonnant. Vous avez plein de points communs tous les deux sur vos programmes respectifs. Vous proposez de revenir à un programme national qui s'appelle Action Cœur de Ville. Oui. Vous savez que la ville d'Orange avait déjà candidaté. Non. Si. Non. Si. Voilà. Tardivement. Tardivement, donc non recevable. La ville avait déjà candidaté, elle a été refusée parce qu'on considérait... Nous avions monté... Attendez, je finis... Par contre, n'importe quoi. Allez, je vous laisse mener le débat. Donc la ville, on est d'accord, la ville de Orange avait candidaté, sa candidature avait été retoquée parce qu'on considérait que la ville n'était pas suffisamment en situation de déclin pour qu'elle puisse bénéficier des fonds de l'État par rapport à des villes comme Carpentras, Aubagne ou Arles dans le département des Bouches-du-Rhône. Okay. Donc, qu'est-ce que... Peut-être que ce dossier a été mal motivé et que je serais en mesure de le motiver différemment. Vous le motivez comment, alors? Parce que, effectivement, le constat qui est réalisé par la mairie sortante, si on motive l'intégration au programme Action Cœur de Ville en disant que tout va bien, je pense que le dossier va être difficile à défendre. Le constat, il n'est pas celui-là. Le constat, il n'est pas celui-là. Moi, je vis à Orange, je travaille en centre-ville. On espérait que les services de l'État soient un petit peu plus vigilants quant aux informations qui sont transmises par la municipalité. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Je ne sais rien, je n'ai pas vu le dossier. Oui. Vous pensez qu'ils ont jugé leur décision de ne pas faire participer la ville d'Orange par rapport à des informations qui étaient erronées? On va chercher à intégrer un programme. Il faut se vendre, non? Oui. On ne va pas laisser M. Bompard intervenir chaque fois. Non, mais je suis là pour... par tout le monde. Attendez, je me défends. Monsieur Martinet, je suis obligé de vous le dire. Parce que là, on est quatre. Je suis orangeois, M. Bompard. C'est moi qui distribue la parole. Quand M. Bompard intervient, chacun son tour. Non, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc on revient sur... Non, on revient sur... Non, j'aimerais que ce débat soit apaisé. Oui, mais il est apaisé, mais il faut qu'on laisse chacun s'exprimer. Apaisé si on fait des interventions de ce type-là. Donc non, c'est moi qui gère le débat. Donc on revient avec vous, Monsieur Boudet. Vous proposez une ville et un accès au centre-ville qui soit plus accessible. Ça veut dire quoi, plus accessible? Il faut développer les transports en commun, il faut construire des parkings. Vous proposez les mêmes choses et vous développerez juste après. J'ai aucune intention de développer l'offre de parking, elle est suffisante aujourd'hui. Bon. Il y a peut-être une nécessité de créer des navettes qui permettraient de se garer
plus éloignés du centre-ville et de venir plus facilement par des navettes gratuites, mais ça ne sera pas... Non, il n'y a aucune nécessité de créer des parkings. Les parkings sont suffisants, sont la plupart du temps pas engorgés, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de bétoniser et de rajouter des parkings. Normani, vous êtes pour faire des parkings supplémentaires, hein? Non, moi je suis pour la gratuité, pour attirer du flux en centre-ville. D'accord, je vois plus de parkings pour aller en ville. Voilà, des parkings qui gratuits. Gratuits pour 3 heures, parce qu'on ne peut pas mettre une gratuité totale, sinon on a des voitures qui restent toute la journée et ce n'est pas le but. Le but, c'est que les gens aient le temps de faire leurs courses et de manger un morceau et de boire un café et de discuter pour un plus de convivialité dans le centre-ville. Donc nous avons pensé à cette solution d'augmenter la plage horaire de la gratuité, donc de 3 heures. Ensuite, nous avons un point noir, c'est qu'il y a 350 logements vides dans Orange, et les premiers qui mettent de l'ambiance et de l'animation dans une ville, ce sont les habitants. Donc il faut absolument reprendre ce problème à bras-le-corps. Nous avons eu beaucoup d'immeubles préemptés par la mairie, qui appartiennent à la mairie, qui se sont dégradés depuis 20 ans, qui ont été vendus à perte pendant le mandat, ce que j'ai dénoncé pied à pied à chaque fois qu'il y avait ces problèmes-là. Et aujourd'hui, il faut absolument rénover ces bâtiments, les remettre en circulation, en location, à la vente. C'est indispensable pour créer du flux. Et bien sûr, un flux également hors saison, puisque le gros problème de cette ville, c'est qu'elle est trop saisonnière. Oui, on sait qu'il y a une concentration pendant l'éco-régie d'Orange. Évidemment, c'est un thème qu'on va aborder tout de suite. Mais juste très rapidement, vous voulez aussi créer de l'animation et vous avez l'idée éventuellement de mettre en place une fête des vignerons. Alors, nous avons comme stratégie, parce que c'est une question de stratégie, ce n'est pas des idées en l'air de dire on fait une fête, non, c'est d'instaurer un rendez-vous pour les Orangeois et les touristes hors période estivale, de octobre à mai, un week-end minimum par mois, pour justement attirer et redynamiser le centre-ville et créer de la vie. Parce qu'un commerce, pour qu'il soit vivant, il faut qu'il travaille à l'année. Et aujourd'hui, on a une période hivernale qui est très très morte. Monsieur Martinet, navette gratuite entre les parkings, c'est-à-dire l'extérieur de la ville et le moi, ça se résume pas qu'à ça, là. Non, mais oui, non, mais vous avez tout à fait... allez-y. Non, mais ça fait partie des... On peut pas faire de façon exhaustive la présentation de tous les programmes. Oui. J'extrais quelques points forts, donc ça en fait partie, on est d'accord. Bien sûr, mais c'est pas le seul. Non. On a des parkings à Dodé. Ouais. On a un parking qui est effectivement très grand, qui est en entrée de ville. Ce parking-là, il faut arriver à faire des navettes électriques, forcément, qui font le lien entre le cœur de ville, c'est-à-dire le cours Saint-Martin, qu'on appelle aujourd'hui cours Aristide-Briand, et ces parkings-là. S'il y a des navettes qui se font directement dans cet axe-là, ça permettra de désengorger un peu ce centre-ville. La gratuité, je suis tout à fait OK pour l'étendre, et de faire aussi des parkings privés dans le cours Saint-Martin, pour les gens qui habitent... Il faut les construire, ceux-là. Non, pas les construire, les réaménager avec des espèces de badges. Parce que les propriétaires et les commerçants qui sont à l'intérieur du centre-ville n'ont pas la possibilité de se garer en proximité. Ça, il faut pouvoir le mettre en place. Également, des musées de la romanité et de l'aviation. Mais forcément, si on va faire de l'attractivité, il faut aussi le voir de façon transversale. Je sais que celui qui a 30 km, M. Bompard, chaque fois exprime... Ils sont programmés, je n'étais pas au courant. Ils sont programmés, non, ils ne sont pas tout à fait programmés, parce qu'il manque à peu près 15 millions d'euros pour les réaliser. C'est un projet à 20 millions. Non, mais je n'ai pas dit que je les aurais, mais à un moment donné, aujourd'hui, ils ne sont pas programmés. Ils sont en projet, mais ils ne sont pas réalisés. La romanité, ça fait partie quand même de notre patrimoine. Et ça, chacun d'entre nous sommes bien d'accord. Après, c'est la solution et les décisions à prendre pour arriver à régler ce problème. Voilà. Alors, très rapidement sur l'éco-régie d'Orange, on sait que c'est un festival, c'est le festival d'art lyrique en France, qui est en grande difficulté avec des démissions, le directeur de production, des questions de financement aussi. Je rappelle que ce festival est financé avec un autofinancement à 80%. Je vais y arriver. Si on parle éco-régie d'Orange, l'art lyrique, c'est dépassé, c'est terminé, il faut réfléchir à autre chose très rapidement. Vous prenez un sujet qui est important, donc on va être obligé de prendre son temps. 30, après on bascule sur notre chaîne France TV. On va être obligé de prendre son temps. Donc l'éco-régie fonctionnait avec l'équipe précédente. Touchez pas de micro. Avec M. Dufaux. Et M. Dufaux a pris de l'âge, il a pris sa retraite, et il y a eu une nouvelle équipe qui est arrivée. M. Dufaux avait laissé quand même un trou dans les finances de 2 millions d'euros. Il faut arrêter l'art lyrique, c'est ça ma question.
Parce que les gens n'aiment plus l'arriéré, que les gens se déplacent plus. Mais vous ne pouvez pas comprendre si je n'explique pas. Mais oui, mais on n'a pas le temps, monsieur. Donc je tire un coup de chapeau à la région qui a résorbé ce déficit et qui a restructuré la cellule gérant la ville d'Orange. Dans cette cellule de la ville d'Orange, dans cette cellule d'écorégie, la ville d'Orange est minoritaire. Donc il faut des écorégies, mais il faut qu'elles obéissent à l'étude qui a été faite par la région, qui prône certaines spécifications qui permettront de relancer la ville, l'écorégie, et que l'équipe précédente ne voulait pas suivre. Très rapidement, après notre débat, il se poursuit sur France.tv, mais très rapidement, l'écorégie d'Orange. Oui, très rapidement. Festival le plus ancien de France est absolument indispensable à la vie orangeoise, aussi bien d'un point de vue de son patrimoine culturel que de son économie. Surtout. Oui, tout à fait. L'écorégie, il faut relancer, trouver des solutions pour les faire persévérer dans le temps. Comme disent beaucoup de commerçants, l'écorégie, ça amène du monde de partout en France, et c'est des gens qui consomment dans les commerces, donc il faut absolument maintenir l'écorégie. Nous évoquions l'idée pour vous, Madame Normani, de faire une fête des vignerons, de créer de l'animation en cœur de centre. Moi, j'ai une question. La Java du cochon, est-ce qu'il faut garder ou pas, M. Bompard? C'est une réussite magnifique. Bon, ça exclut une partie de la population quand même. Pourquoi? Je sais pas, il y a Pourquoi? Vous savez que... Vous voulez qu'on supprime le cochon? Non, je sais pas ce que je dis. Déjà, c'est une fête. Mais les 4 listes veulent faire une mosquée et veulent faire un carré musulman alors que c'est interdit par la loi, et vous venez vous aussi vous y mettre dedans. Non, je pose juste la question. On est ravis de la Java du cochon, des gens viennent de partout, on est ravis. Si les musulmans veulent y venir, ils sont reçus gentiment, il n'y a aucun problème. Ne mettez pas de la haine et du racisme là où il n'existe pas. Musulmans pratiquants, la consommation de porc est interdite. Moi, je suis pas que chez les musulmans. Moi, je suis catholique pratiquant. Il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des choses que je me refuse. Ma religion me l'interdit, mais je ne la fais pas. Si les musulmans ne veulent pas venir à la Java du cochon, ce que je peux comprendre parfaitement, je n'y vois aucun inconvénient, mais ceux qui sont des Provençaux d'origine, ils sont intéressés par la Java du cochon, je ne vois pas pourquoi, au nom des droits de l'un, éventuels, on interdirait les droits aux autres. Vous êtes tout à fait, votre question est tout à fait dans l'esprit de ce monde qui est en train de muter et de crever. Il faut garder le bon sens. Je suis ravi d'entendre qu'il y avait de l'esprit dans les questions. Vous voulez interdire à quelqu'un... Non, mais vous voulez interdire une manifestation... Je vous pose juste la question de savoir si vous maintenez la Java du cochon. Je vous pose juste la question de savoir si vous maintenez la Java du cochon. Votre réponse est très claire, c'est oui. Madame Normani. Alors écoutez, moi j'adore la charcuterie, il n'y a pas de problème, mais ça n'a aucun sens dans notre territoire. Nous, ce qu'on verrait plutôt, c'est une foire d'orange, une fête des vignerons, une fête de la romanité, des choses qui ont du sens pour notre patrimoine et notre territoire. Donc Java du cochon, terminé. Vous supprimez. Ça n'a pas de sens. Ça ne représente pas Orange. On ne fait pas spécialement de charcuterie à Orange. Surtout. Juste, vous êtes en train de dire qu'en fait, ça a été, cette fête-là a été mise en place exprès pour... non, je dis juste que ça n'a pas de sens dans la ville d'Orange. Ça n'a aucun sens. Pas d'incitation à la haine raciste. Non, je pose juste la question. Par rapport à la grande force de monsieur Bompard, c'est que quand on n'a pas d'argument, on crée des polémiques. Et là, c'en est une, notamment, puisqu'il dit qu'on veut tous arrêter de faire la Java du cochon, il dit qu'on veut tous créer des mosquées, ou fabriquer des mosquées, on veut tous faire un carré même musulman. De la part du Rassemblement national ? Non, mais c'est facile de faire des polémiques. Vous savez, je vous dis, quand on n'a pas d'argument, on fait des polémiques. Et ils s'amusent à faire ça, donc c'est très bien. La Java du cochon, il faut la laisser. C'est une fête populaire, ça fait venir du monde, c'est pas un problème. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être revoir l'organisation pour que les gens qui viennent consomment aussi sur la ville. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent à la Java du cochon ne rentrent pas dans les commerces. Donc c'est une fête qui est très populaire. Il y a énormément de monde, mais il faut revoir peut-être l'organisation. Et pour les autres polémiques, je ne rentrerai pas dans les débats, puisque de toute façon, ce n'est pas des choses que nous avons écrites. Donc il n'y a pas de polémique à faire. Moi, c'est très simple. C'est une fête qui est effectivement à son succès. L'opposer en considérant qu'elle a un caractère d'exclusion d'une communauté, je trouve ça complètement débile. Parce que les cochons, les musulmans,
ne sont pas contre les cochons. Donc, ce qui veut dire que ce type d'événement peut très bien... Non, c'est juste dans la consommation du voilà, cochon, mais et à la jarre du cochon, on consomme du voilà, et puis il peut très bien... C'est pas parce que nous, on aime la charcuterie que d'un seul coup, on est obligé d'être sectaire. Donc, créons peut-être d'autres animations et considérons que cette fête, elle n'est pas faite pour opposer par rapport aux musulmans. Voilà, c'est très clair. Monsieur Boudet. Donc, moi, je ne me suis jamais exprimé pour ou contre cette Java du cochon publiquement, donc je ne vois pas d'où sort cette info. Oui. La Java du cochon... L'info de monsieur Bompard, je voudrais la supprimer. Ça ne vient pas de nous. Hein. Voilà, donc bref. La Java du cochon, si elle plaît, elle sera maintenue. Si elle ne plaît pas, elle ne sera pas maintenue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'interroger les Orangeois sur ce qu'ils souhaiteraient comme animation. Et pas qu'une animation par an, plusieurs animations par an sur la longueur de l'année. Donc nous, notre démarche, c'est surtout d'aller interroger, d'associer les associations, d'associer le domaine culturel pour savoir quelles sont les animations qu'ils voudraient voir à Orange. Monsieur Bompard. Il y a deux manifestations par jour à Orange, compte tenu que les associations sont très actives et travaillent hors de la période estivale qui est surpeuplée en animation. Alors, on va parler de sécurité. Alors, c'est très, très difficile d'avoir des chiffres sur l'insécurité au niveau de la ville d'Orange. Mais enfin, globalement, on a des indicateurs qui nous permettent de dire que l'insécurité ou les actes délictuels ont augmenté entre 2022 et 2023 sur la ville d'Orange. Mais c'est très nettement en baisse par rapport aux années 2016-2017, même s'il n'y a pas de décroissance ces dernières années. La ville d'Orange se situe à peu près au niveau du département de Vaucluse, avec une augmentation malgré tout des cas de violence dans la cité. Quelles sont vos propositions sur cette thématique-là? On va commencer avec vous, monsieur Bompard. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, cette question-là est une question accessoire ou c'est une question qui fait partie des points extrêmement importants de votre programme? Orange est en France. Donc nous subissons les tares de la gestion du pays. Et donc effectivement, c'est un dossier important, mais c'est un dossier sur lequel normalement nous ne devrions pas intervenir. Compétence régalienne. C'est une compétence d'État. Quand j'ai été élu la première fois, la police municipale, avant le vote, est venue me voir. Et ils m'ont dit, comment vous voyez la sécurité à Orange? Et je leur ai dit, vous aurez compétence partout, vous irez partout. Et il y a eu un soulagement extrêmement important parmi les policiers qui étaient là, en nous disant que le maire de l'époque interdisait qu'on aille dans les lieux qui étaient dangereux. Et ils ont fini par dire, il nous reste la rue de la République. Donc, on leur a rendu leurs compétences. Le sentiment d'insécurité et l'insécurité qui régnait à Orange ont été pratiquement immédiatement arrêtés. Et les Orangeois l'ont bien vu et ont été d'accord. Bien sûr, c'est un dossier sur lequel il faut constamment travailler. C'est ce que nous faisons. On fait un nouveau centre de police municipale parce que les caméras que l'on peut accueillir sont au nombre de 100, on est au maximum et là il y a toujours des besoins. Donc on pourra en installer dans la nouvelle service de police 250 de plus. Ah oui, donc c'est talent. Ouais. Je me permets de faire une petite correction. Rapidement. Pardonnez-moi. Les indices que donne la police municipale, c'est leur indice d'action. Ouais. Donc plus leur indice est gros, plus ils ont travaillé. Ça ne veut pas dire qu'il y a... ça ne mesure pas l'insécurité, ça mesure le travail de la police. Vous avez beaucoup d'avance sur le temps de parole. Donc c'est normal, je suis attaqué par 4 personnes. Oui, non, mais non. Oui. Il devrait y avoir 4 fois plus. Bon, bref. Monsieur Artaud, est-ce que vous partagez ce constat de Monsieur Bompard sur je partage un constat, c'est que... Tout ne va pas si mal, finalement, et pourtant, quand on regarde votre programme... Alors, vous partagez ce constat ou pas? Non, le constat que je partage. Donc c'est normal que vous proposiez plus 25 policiers municipaux par rapport à l'existant et plus de caméras de surveillance associées avec l'intelligence artificielle. Je vois une chose depuis le début du débat quand même, c'est qu'à chaque question vous posez en première fois, vous donnez le droit de réponse à M. Bompard à chaque fois. Non mais vous avez le droit, c'est vous qui... Mais le problème c'est que ça crée toujours des polémiques et derrière ils cherchent toujours à se défendre parce que nous on dit des choses qui sont vraies et derrière ils cherchent à se défendre sur des choses Je pose la première
question, il vous répondra après. Non, voilà, il ne veut pas s'ouvrir les yeux sur certaines choses. La délinquance est en augmentation. Il fait le constat, je vous demande si vous le partagez. L'ordre, il paraît cohérent. La délinquance est en augmentation. C'est suite à ce constat-là que nous, on a dit qu'il faudrait renforcer la police municipale, notamment pour travailler plus sur les trafics de drogue, contrôler plus, faire plus de rotation des policiers municipaux dans les quartiers où il y a des trafics de drogue. Il n'y a pas que Fourchevieille, mais oui, Fourchevieille. On sait qu'il y a des points de deal. En éteint, voilà, c'est point de deal. Et renforcer aussi ce travail de terrain par des caméras de vidéoprotection supplémentaires, et intégrer aussi l'intelligence artificielle pour non pas faire de la reconnaissance faciale, on n'a pas le droit au délit de faciès, mais on a le droit de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les logiciels qui existent permettent de suivre une personne en lui décrivant l'habit qu'elle porte, ou un véhicule, en décrivant le véhicule. Quand on fait des poursuites avec la police municipale ou la police nationale, ça permet d'avoir un appui sur le terrain qui est beaucoup plus important et d'éviter justement des délits de fuite qui sont aujourd'hui trop importants. Madame Normani, vous êtes, me semble-t-il, mais vous allez me rectifier si je me trompe, alors vous avez 4 axes, pas évident à prononcer, sur ces questions de sécurité. On ne va pas tous les développer, malheureusement, on n'a pas le temps, mais on sent qu'il y a une attention particulière sur le dialogue. Vous êtes plus dans la prévention, dialogue avec les citoyens, dialogue avec les commerçants, vous êtes plus dans la prévention que dans la répression? Alors, on veut être plutôt chirurgical, c'est-à-dire qu'on veut installer des comités de quartier avec des référents de quartier qui seront en lien direct avec la police municipale pour pouvoir intervenir au plus près et au plus vite, et surtout être en capacité de déployer de la surveillance et des caméras dans les secteurs qui le nécessitent le plus. Ensuite, nous avons effectivement tout un volet prévention, parce que je pense que la délinquance commence dès le plus jeune âge, et c'est là qu'il faut intervenir en amont, par les préventions sur les violences intrafamiliales, sur le harcèlement, sur la drogue. Et là, il y a vraiment un gros sujet, un gros pan de la politique municipale qui n'est pas mise en œuvre sur ce sujet-là. Et bien sûr, continuer à maintenir les effectifs, déployer des caméras, parce que c'est très important effectivement pour poursuivre les délinquants, et avoir une zéro tolérance pour la petite délinquance. En fait, je pense qu'il faut agir au plus près de la population, donc avoir une convocation systématique des mineurs, et ensuite mettre en place un suivi des familles par rapport à une situation familiale peut-être difficile, peut-être voir avec les services de l'État pour un éloignement temporaire, etc., etc. M. Martinet, sur les questions de sécurité. Oui, moi j'ai été chargé de mission de prévention de la délinquance, donc je sais ce que c'est de travailler dans les quartiers. Montclar, Docteur Haim, des quartiers qui étaient très difficiles. Les quartiers nord de Marseille. Cavaillon, Avignon. Voilà, ça veut dire que tous ces quartiers, à un moment donné, il y a une nécessité de se réapproprier une présence policière. Si on ne refait pas, alors ça ne se ferait pas du jour au lendemain, parce qu'il ne faut pas être utopique, mais il faut recréer du lien à l'intérieur de ces quartiers. Si on recrée du lien, on recrée du lien en créant des espaces de vie sociale. Si on remet des espaces de vie sociale, ça va permettre aussi d'avoir un travail sur les jeunes. Espace de vie sociale? L'espace de vie sociale, c'est comme un centre social, mais tout petit, pour permettre le lien entre les familles et les jeunes. Un gamin aujourd'hui, juste pour caricaturer, un gamin aujourd'hui qui a 11 ans et qui va rentrer en 6e, à la fin de ce mandat, il aura 18 ans. Si on ne fait pas un travail d'accompagnement de ces jeunes, et sur la police, on ne développe pas cette police de proximité, on n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir un gros poste de police en face du lycée, en pleine ville, et en même temps être réactif quand on a plusieurs quartiers sur cette ville qui nécessitent un abandon. Parce que quand on passe en véhicule, ça ne suffit pas, parce que c'est le stationnement qui fait partir la petite délinquance. Parce qu'on ne va pas traiter la grosse délinquance. Et n'oublions pas qu'on a le quartier Moine, qu'on est en zone de police, qu'on a des gendarmes à proximité. On est quand même sur un territoire où, en termes de force de police, on a ce qu'il faut. Donc c'est quand même une population qui vit ici et qui permet quand même de garantir une certaine paix. Donc oui, le centre-ville est garanti, oui, le centre-ville est sécurisé, mais l'objectif de notre équipe, c'est de travailler plus dans la périphérie. Monsieur Boudet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus d'agents, il faut plus de caméras, il faut il faut un meilleur redéploiement. Les caméras, de toute façon, il y en aura et on en héritera. Donc la sécurité, c'est la tranquillité publique. Et tous les Orangeois, tous les habitants d'Orange la méritent, pas seulement ceux du centre-ville. Donc c'est pour ça qu'il faut redéployer la police municipale pour instaurer une présence, redéployer, un dialogue. C'est recréer une espèce de police de proximité qui aille au contact de la population. Exactement, oui. Oui. Et pour cela, il faudra aussi créer un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance pour associer police municipale, police nationale, éducation nationale, bailleurs sociaux.
et travailler à réinstaurer ces actions qui vont travailler sur le tissu social, le tissu associatif, et redonner aussi des actions qui vont amener les Est-ce que ça passe par une augmentation? Ça passe par une augmentation des effectifs de la police municipale, pas forcément. Un redéploiement, c'est pas une augmentation. Je voulais vous entendre sur le couvre-feu. Certains d'entre vous proposaient un couvre-feu qui avait été effectif pendant le Covid. Monsieur Bompard, je vous donne la parole juste après, mais on va un peu changer l'ordre, si ça vous fait plaisir, Monsieur Artaud. Vous dites que ça va pas. Voilà, ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été efficace pendant le Covid. Couvre-feu comme ça. Il y a un couvre-feu à Carpentras, par exemple. Il faut mettre en place un couvre-feu. Et je pense que ça. Je rappelle que c'est compétence du maire. C'est que le maire a la possibilité d'édicter un arrêté et la possibilité de mettre en place un couvre-feu. Tout à fait, et je pense que c'est une solution qui préserve à la fois la jeunesse des quartiers, puisqu'ils ont cette problématique parfois de faire de mauvaises rencontres, et en même temps qui sécurise nos mineurs dans le fait d'être confrontés à la drogue et à la petite délinquance sur Orange. Monsieur Artaud, couvre-feu. Le maire ne peut pas se substituer à l'environnement familial. C'est aux parents à faire l'éducation des enfants, c'est aux parents à interdire aux enfants de sortir. Donc la police municipale ne va pas non plus, et le maire ne vont pas gérer l'éducation des parents, c'est un fait. Donc un couvre-feu peut-être, mais responsabiliser un peu plus les parents, ça c'est un problème que tout le monde rencontre. Pas qu'au niveau de la sécurité ou le fait que les enfants sortent tard le soir. C'est le couvre-feu à Carpentras, c'est le cas. Mais on voit beaucoup d'incivilité. La balade, entre guillemets, nocturne des mineurs. Antoine Boudet, vous êtes pour un couvre-feu? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Bon, vous n'étiez pas contre, en tout cas. Non, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, un couvre-feu, c'est une mesure d'urgence. Vous l'avez dit, pendant le Covid. C'est provisoire. Donc ça veut dire que tout va bien. Vous connaissez les résultats d'un couvre-feu? Vous savez comment le maîtriser? Vous êtes d'accord avec monsieur? On l'a vu pendant le Covid. Est-ce que c'est maîtrisable? Bon. Donc contre le couvre-feu? Il n'y a pas nécessité d'avoir un couvre-feu. Mieux travailler sur la prévention, sur l'éducation, sur mettre des moyens pour sécuriser d'autres choses. La sécurité, c'est pas que ça. Sécuriser les abords des écoles. Monsieur Martinet, couvre-feu? Moi, je suis contre le couvre-feu, parce que on est dans une démarche, encore une fois, d'éducation. Qui c'est qui éduque les enfants? C'est les parents, mais aussi la société. Si la société ne donne pas des remèdes ou n'apporte pas des solutions dans la vie associative, dans le contact au travers des espaces de vie sociale, pour arriver à recréer et d'accompagner les parents qui sont défaillants, le fait d'avoir un couvre-feu n'apportera aucune solution. Et c'est une solution à court terme. Le couvre-feu doit être exceptionnel. Et ça a été le cas pendant le Covid, puisque je rappelle que vous aviez mis en place un couvre-feu pendant le Covid. Oui, mais sous la pression de la préfecture. La loi impose des limites très strictes, des limites dans les horaires, des limites dans le temps, ce qui fait que ça ne peut se faire que durant des périodes exceptionnelles. On le fait de temps en temps, mais ce qui est important, c'est de rétablir la sécurité et non pas le sentiment d'insécurité. Moi, vous savez, je fais le marché tous les jeudis, je rencontre des Orangeois et ils me disent qu'ils sont heureux d'être là parce qu'ils ont le sentiment d'insécurité qui n'existe plus. Donc, c'est vrai que je considère que nous avons gagné. Par ailleurs, les polices de quartier... Bon, pas forcément dans ce sens. Monsieur Labbé, votre ami, l'avait pas, monsieur Labbé. C'était avant 95, monsieur Bompard. Vous avez l'air de bien le connaître. On est en 2026, là. Donc, il en avait fait. On est obligé de les supprimer parce qu'ils n'apportaient rien et qu'ils coûtaient cher. Voilà, on a deux professionnels de la santé là, sur notre plateau. Vous étiez chirurgien dentiste, vous êtes ostéopathe, monsieur Boudet. Je voudrais qu'on parle de santé, parce qu'en 2027, Orange, ça peut être un désert médical. Je rappelle que la ville, depuis le début de l'année, a été classée en ZIP, par l'Agence régionale de la santé. La préfecture, l'équivalent d'une préfecture pour les questions de santé pour notre région. C'est un classement établi par l'ARS. ZIP, ça veut dire zone d'intervention prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a un problème, clairement, et la possibilité aussi pour la commune de bénéficier de certaines aides pour faire en sorte que ce secteur se développe. Qu'est-ce qu'il faut faire? On commence avec vous, M. Martinet, déjà, la ZIP, pour créer un nouveau cabinet médical. Je rappelle qu'il y a un hôpital, on va voir quelques images. Il y a un centre hospitalier Louis-Georgie qui intervient sur beaucoup de spécialités, mais il faut aller au-delà. La ZIP, l'intérêt que, depuis que la classification a été changée, permet à
l'installation d'un médecin avec un financement de près de 50 000 euros. Ce qui veut dire que ça, c'est déjà un avantage qui est quand même assez intéressant. Il ne faut pas oublier que l'hôpital d'Orange est aussi en lien avec l'hôpital de Valréas. Ce qui veut dire que ces deux établissements sont aussi dans une même configuration technique. Il faut considérer que les médecins, il y a une maison de santé pluridisciplinaire qu'il faut être en capacité d'accompagner. L'accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer les loyers pour les médecins, permettre de faire un travail sur les internes, parce qu'aujourd'hui, ils viennent de Marseille ou de Lyon. Marseille, c'est moins attractif. Lyon est peut-être l'intérêt d'essayer de récupérer. Il y a les médecins roumains, sur lesquels aussi il y a une grosse formation qui est développée en Roumanie, et c'est souvent des Français qui vont en Roumanie. C'est ce que j'allais dire. C'est souvent des dentistes aussi. Donc ça veut dire qu'il y a tout ce travail de coopération à reconstruire. Oui, alors après, qui est souvent recalé avec 15-16 de moyenne. Voilà. Parce qu'on sait que le numerus clausus. Après, il y a une requalification à faire. Mais en attendant, toutes ces pistes-là, elles sont aussi d'une volonté municipale d'arriver à accompagner. Mais ce n'est pas que la responsabilité de la municipalité. La municipalité, elle doit avoir une démarche incitative, mais elle ne peut pas non plus suppléer à tout. Alors, parmi les démarches incitatives, M. Artaud, vous proposez une bourse pour les jeunes Orangeois qui souhaitent suivre des études de médecine. Alors, c'est pour les Orangeois qui accèdent je complète. Moi, ça m'a un peu intrigué parce que qu'est-ce qui vous assure qu'ils vont aller au bout, qu'ils vont réussir, et comment est-ce que vous les sélectionnez? Aujourd'hui, 10% des étudiants... S'ils arrêtent au bout de 6 mois, ils doivent rembourser. Aujourd'hui, 10% des étudiants en médecine qui sortent de médecine ne font pas médecin. Donc ça, c'est un constat. Nous, on est parti sur ce principe-là parce que les études coûtent cher et si on veut qu'un étudiant en médecine orangeois revienne à Orange et ne soit pas dans l'obligation d'aller dans des réels déserts médicaux, parce qu'aujourd'hui, on les oblige à faire des années dans des déserts médicaux, même si Orange, vous disiez 2027, Orange est déjà, puisque les médecins, les 3 Roumaines qu'il y avait, ont quitté la ville, donc on est déjà en désert médical, en situation de désert médical. Donc nous, on avait pensé faire cette bourse pour les étudiants, mais qui sont arrivés en 2e année, parce qu'en première année, on sait qu'il y a tellement de déchets qu'on perd des étudiants, mais... C'est pour ça que je vous demandais de préciser. À partir de la 2e année, on pourrait leur offrir des bourses. Il ne va pas y avoir 50 000 non plus élèves orangeois qui vont vouloir faire médecine et qui vont réussir à faire médecine. Donc, ce n'est pas des gros budgets, si vous voulez, en termes de finances pour la municipalité. Mais il faut un engagement derrière. Il faut un engagement derrière de réussite et un engagement d'exercice sur la commune, sur une maison médicale qu'on voudrait créer, pluridisciplinaire, avec des laboratoires d'analyse, des choses, vraiment quelque chose de complet pour qu'on puisse faire revenir des médecins à Orange. Antoine Boudet. Oui, alors... Je rappelle que vous êtes ostéopathe. Oui, je suis ostéopathe. C'est un milieu que vous connaissez. C'est un véritable danger, effectivement, parce que je le constate tous les jours, le manque de médecins et les patients, particulièrement âgés, qui s'inquiètent de ne plus avoir de médecins traitants, c'est une véritable inquiétude pour eux. Décréter que la mairie ne peut rien faire, c'est un peu lâche. Et c'est aussi abandonner, en quelque sorte, Orange à son triste sort de futur désert médical. Aujourd'hui, il faut prendre le sujet à bras-le-corps et c'est pour ça que nous voulons dédier un adjoint à la santé qui va s'occuper réellement de ce sujet. Un adjoint à la santé de plein exercice. Exactement. Mais il y a une nécessité de recrutement, il y a une nécessité de financement. Justement, si on veut installer une maison pluridisciplinaire, il va bien falloir aller chercher les financements, s'appuyer sur l'ARS et travailler véritablement à la remplir, cette maison de santé, parce qu'il ne s'agit pas de faire une coquille vide. Donc il faut qu'il y ait des professionnels de santé à l'intérieur. Exactement. Et pas que des médecins, parce qu'on est en manque de dentistes, on est en manque de dermatos. C'est de grande ampleur. Alors, moi, je vois que notre programme de 2020 a inspiré beaucoup des candidats, puisque nous avions déjà proposé des bourses d'études déjà en 2020, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut aller chercher les médecins à la source. Et aujourd'hui, l'hôpital d'Orange propose 10 places d'internat à Orange, à l'hôpital d'Orange, pour parfaire la formation des médecins avec ce stage d'internat. Aujourd'hui, seulement 3 sont pourvus. Donc nous, notre objectif, c'est de remplir ces 10 places en aidant effectivement les étudiants à venir étudier sur Orange par une bourse et par des facilités de logement, et de s'engager, et ils auraient en contrepartie à s'engager pour rester au moins 10 ans sur la ville, pour exercer et s'installer en tant que médecin. Nous avons également, en 2020, parlé des maisons pluridisciplinaires qui se sont un peu construites partout dans les villes autour de chez nous, dans le Vaucluse, sauf à Orange. Et effectivement, moi, je pense qu'il faut
plutôt aider les organismes en place à agir sur le territoire, non pas créer un Xème poste de santé municipale, mais plutôt aider le CPTS et l'ARS à vraiment mener leurs actions. C'est le centre territorial local qui regroupe des infirmiers, des médecins et qui travaille sur des solutions, notamment de maisons pluridisciplinaires pour aller chercher les financements, également de téléconsultation. Solutions, en fait, à court terme, parce qu'effectivement, avec la problématique des études, on va se retrouver sur une solution plutôt de moyen terme. Et aujourd'hui, la téléconsultation peut vraiment pallier à ce problème. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord... Et on termine l'émission avec vous. D'abord, je dois vous le raconter. Quand j'ai installé mon cabinet à Orange, j'ai monté mon cabinet, il n'existait pas. Donc je l'ai monté, la clientèle est venue. Pour que la clientèle vienne, j'ai travaillé. Je travaillais le soir tard, le week-end je faisais les urgences. Donc les étudiants ou les futurs médecins je faisais mon travail, mais je faisais mon travail complètement, avec le dévouement que doit apporter quelqu'un du corps médical à la personne qui souffre. Quand même, au bout de 3 ans, quand j'ai vu les impôts que je payais, je me suis dit, il faut y réfléchir. Donc, je suis allé passer tous les mois, toutes les semaines, j'allais passer une journée à la faculté dentaire de Montpellier pour participer à l'enseignement. Le programme là pour faire en sorte qu'Orange il faut revenir au bon sens. L'acharnement qu'a l'État contre les gens qui travaillent par la fiscalité enlève l'envie du travail. Sur la fiscalité, vous n'avez pas la main. Enlève la vie du travail. Et les fonctionnaires que vous voulez, les médecins que vous voulez apporter en les achetant, c'est du socialisme. Et on sait que le socialisme, ça ne marche pas. Et j'ajoute pour être complet, que la justice a condamné pour détournement de fonds publics le maire de Grand-Fort-Philippe dans le Nord qui avait pris en charge les frais de secrétariat des médecins. Vous avez compris que vous vouliez acheter les étudiants en médecine. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Il y a un manque de médecins, ça c'est factuel. D'abord, il y a ce que nous faisons pour que les médecins soient là. Je tire un coup de chapeau à l'équipe qui s'est montée à l'hôpital pour la médecine d'urgence et qui est tout à fait dans la norme de ce qui doit être fait. Il y a un déficit de médecins. Vous faites quoi pour attirer de nouveaux médecins sur la commune d'Orange ? Parce que vous êtes plutôt dans la... c'est des solutions... maisons pluridisciplinaires pour les attirer, avec des incitations financières qui peuvent être efficaces ou pas ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Très rapidement, logiquement. Si l'État fait son travail, il va imposer les médecins sur les aides que les communes apportent. Parce que donc vous faites rien, vous attendez que l'État réagisse. Ce qu'il propose, très rapidement. C'est la médecine à 2 vitesses et avec une forme de socialisation qui n'est pas éthique et qui n'est pas rentable. Par contre, attirer les médecins, on les attire. Et on pense que le meilleur moyen de les attirer, c'est la qualité de la vie. Donc la beauté de la ville, le fait qu'on est près de la mer et près de la montagne, parce que les médecins aujourd'hui veulent bénéficier de leur temps de libre et ne veulent pas qu'on leur vide totalement les poches. Voilà, on n'est pas du tout dans le même concept. D'un côté, un concept de bon sens et de bien commun, de l'autre côté, de la démagogie. Très bien, merci à tous les 5. On a fait quasiment 1 heure de débat, avec des temps de parole à peu près équilibrés. Vous avez plus de temps à M. Bompard. Alors après, vous savez que... après, vous savez très bien qu'on ne peut pas être à la seconde, c'est pas possible. Mais non, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis, c'est le maire... c'est pas le maire sortant, en fait, c'est le maire élu, en tout cas. Donc c'est un petit peu normal qu'il ait un petit peu plus de temps de parole, vous en conviendrez. Merci. Il n'est pas maire élu. Pardon ? Il n'est pas du tout maire élu. Ça a été élu en 2020. Il n'est plus du tout maire. J'ai commencé l'émission avec ça. Et je viens de le répéter. Vous n'avez pas bien entendu. Merci à tous les 5. À très vite. Merci de votre fidélité. Merci. Au revoir.